Donc on va on va poursuivre ce colloque avec notre panel numéro 3, qui a pour titre «Le lien armée-nation à l'épreuve d'une nouvelle spatialité des conflits». Donc les intervenants vont pouvoir ainsi nous parler des reconfigurations en termes d'espace dans lesquels évoluent les armées au cours des dernières décennies. Que ce soit, lorsqu'on parle d'espace, que ce soit à la fois un retour de l'armée sur le territoire national et une militarisation de l'exercice du maintien de l'ordre, mais également des modalités des engagements des forces armées sur le territoire national dans le contexte de lutte antiterroriste ou encore des enjeux de l'espace cyber dans les politiques de défense. Alors, pour discuter de ces thématiques, nous avons le plaisir de recevoir trois intervenants. D'abord, M. Elie Tenenbaum, qui est docteur en histoire et coordinateur du laboratoire de recherche sur la défense de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, et qui a récemment publié Partisans et Centurions, Histoire de la guerre irrégulière au XXe siècle, aux éditions Perrin. Ensuite, nous avons le plaisir de recevoir M. Olivier Renaudy. Vous êtes professeur des universités en droit public, directeur du master contentieux public et référent sécurité-défense de l'Université Paris 1. Voilà, nous remercions enfin Clotilde Beaumont. Vous êtes doctorante en géographie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et associée à la chaire de cyberdéfense et de cybersécurité Saint-Cyr. Voilà. Je laisse la parole aux intervenants. Je propose à M. Tenenbaum de commencer. Merci pour cette invitation et à ce colloque sur ce sujet vaste qui est celui du panel. C'est toujours stimulant de voir des jeunes chercheurs, puisque j'en suis plus un tout à fait moi-même, s'approprier ces questions de recherche, et en particulier sur la question de sécurité et de défense qui me concerne. Donc de mon côté, je ne suis pas un spécialiste de la sociologie militaire et du lien armée-nation, qui est la thématique générale du colloque de ce que j'ai compris, ni un géographe. En tant qu'historien, je suis même souvent honni par les géographes. Donc la question de spatialité dans les conflits actuels m'intéresse évidemment au premier chef, mais je ne pourrais pas en parler en tant que géographe. Et donc ce que je vous propose de faire là en une vingtaine de minutes, c'est vous présenter en fait une recherche en marche sur un travail que je suis en train de produire avec un collègue de l'Institut français des relations internationales, Marc Ecker, sur la question de l'évolution du terrorisme et de la guerre contre le terrorisme depuis 2001. Donc, puisque la table ronde d'aujourd'hui porte sur la nouvelle spatialité des conflits, je pense, sans trop me risquer, pouvoir effectivement dire qu'avec le 11 septembre 2001, s'est ouverte une nouvelle ère dans la géographie de la guerre. Mais encore une fois, je parle sous couvert des éminents géographes qui sont dans cette salle, avec plusieurs éléments. Et le premier, c'est celui de la globalisation. Global War on Terror, guerre mondiale contre le terrorisme. La globalisation est effectivement un facteur majeur, puisque la guerre contre le terrorisme s'est pratiquée d'emblée sur le territoire national américain, le jour même du 11 septembre 2001, en même temps que très peu de temps après en Afghanistan, à 10 000 km de là, aux Philippines, contre le groupe Abu Sayyaf, dans les black sites de la CIA, qu'on pouvait retrouver aussi bien en Thaïlande qu'en Pologne, ou en Italie, ou au Maroc. Plus tard, la guerre d'Irak, évidemment, et jusqu'aux rives du lac Tchad, dans les rues de Paris. On a malheureusement eu cette expérience il y a quelques années, comme aujourd'hui au Mozambique. Donc on voit bien qu'on a une globalisation assez massive de cette conflictualité. Alors je reviendrai sur le terme de guerre. Est-ce qu'il s'agit bien d'une guerre et est-ce qu'il est légitime d'en parler? Mais en tout cas, une globalisation de la conflictualité. Évidemment, le phénomène n'est pas nouveau en tant que tel. Les deux guerres mondiales avaient bien marqué une étape dans la globalisation. Et avant ça, on a de la globalisation de la conflictualité, mais pas forcément bilatérale. Mais en tout cas, à partir des deux guerres mondiales, on a bien des camps qui s'affrontent
sur des théâtres extrêmement variés à travers la planète. Et puis la guerre froide, qui avait également montré que des puissances pouvaient s'affronter dans un même conflit sur des théâtres, encore une fois, extrêmement éloignés sur l'échelle du globe. Un autre aspect plus récent cette fois-ci, et peut-être un tout petit peu plus unique, même si encore on peut nuancer, de la guerre mondiale, de la spatialité de la guerre mondiale contre le terrorisme, c'est une forme de déterritorialisation. Ou plutôt, là encore si je tente des effets géographiques, une asymétrie d'échelle. C'est-à-dire que là encore, il n'y a pas une nouveauté absolue, mais on voit quelque chose de plus récent. Qui a commencé en fait dans la guerre froide, où on avait une dimension idéologique, sociale et culturelle de l'affrontement, qui avait introduit en fait peut-être pour la première fois cet enjeu multiscalaire, où à la grande opposition entre les blocs qu'on pouvait se voir se dessiner on connaît tous les cartes de la guerre froide entre le bloc bleu et le bloc rouge, pour donner une image colorée. Les stratèges de ce qu'on a appelé à cette époque-là la guerre irrégulière, la guerre psychologique, avaient très tôt décidé de substituer à l'intérieur même des États, qu'ils soient d'un bloc ou dans un autre, en fait, un écheveau, un ensemble de stries ou de couches bleues et rouges pour concerner, par exemple, qui tenait au sein d'une société du monde communiste, ou au contraire des enjeux de l'anticommunisme, qu'on appelle ça démocratie libérale, capitalisme, peu importe. Et donc, d'où l'idée de ce panachage qui ont fait parler à certains dès cette époque-là de guerre civile mondiale, et qui donnait déjà cette idée d'une déterritorialisation, ou en tout cas d'une asymétrie d'échelle, et qui devient véritablement asymétrique avec la guerre contre le terrorisme, puisque le phénomène est encore accentué, puisqu'il n'existe en fait, à partir de 2001 et la chute des talibans, pour ainsi dire, aucun bloc rouge dans la guerre contre le terrorisme qu'on puisse faire figurer sur une carte à l'échelle mondiale. Si vous faites une carte de la guerre contre le terrorisme, comme on aurait pu faire une carte de la Seconde Guerre mondiale, vous allez avoir du mal à placer en fait le terrorisme ou le djihadisme militant. Encore une fois, les définitions, je ne suis pas là pour en parler, mais on pourra le faire et mérite d'être déconstruite. Et au mieux, ce qu'on peut faire, c'était en zoomant, on pouvait identifier des zones refuges, ce que les Américains ont appelé au cours de la première décennie parfois les territoires indiens, comme le Waziristan pakistanais, le fameux triangle sunnite au nord de Bagdad, mais qui sont même là, en fait, bon, de toute façon, la représentation cartographique est toujours une simplification de la réalité, mais on aurait peine à y trouver un adversaire structuré de la même manière qu'on aurait pu le faire pendant la guerre froide ou a fortiori pendant la guerre mondiale. D'où la conception de ce conflit par certains stratèges, américains aussi bien d'ailleurs que djihadistes, qui sont également des énonciateurs et des producteurs d'un discours stratégique, comme une insurrection globale, où l'insurgé pratique avant tout une forme de guérilla qui le rend insaisissable, donc il n'est pas en occupation d'un territoire, se dérobe en permanence à l'adversaire, et sa furtivité, voire même souvent sa clandestinité, deviennent ses principales conditions même de survie. Il s'ensuit que les outils de la guerre, si guerre contre le terrorisme il y a, ne sont plus ceux de la domination par la puissance de feu, comme on avait pu le voir dans la tradition classique de la pratique guerrière, mais l'outil du renseignement. Autrement dit, l'enjeu n'est plus de pouvoir détruire l'adversaire, mais de pouvoir le trouver. D'où une conflictualité qui va se transformer totalement du fait même de cette asymétrie scalaire, puisque en fait on est sur un conflit véritablement asymétrique face à un adversaire dilué. Dilué dans l'échelle et dilué dans le temps. Voilà quelques éléments liminaires de réflexion sur cette notion de rapport à la spatialité, en tout cas ce que ça peut m'inspirer.
Maintenant, si j'essaye de vous présenter un petit peu la recherche qui est la mienne et la tentative voilà, de conceptualisation et puis aussi de formalisation de ma réflexion. Et je pense que ça intéressera ceux qui ici sont dans les affres de la production d'un mémoire de master, de la recherche d'une problématique, voire même de la recherche d'un sujet. Euh, Mon prof de philo, quand j'étais en Hippocagne, nous disait toute recherche doit commencer par un étonnement. Et donc le point, et qu'est-ce qui m'a étonné, quel est le point de départ qui nous a étonné avec Marc, qui nous ont poussé à revenir sur ces 20 années de guerre contre le terrorisme, encore une fois, utilisé avec les guillemets si vous voulez. Je l'utilise pour l'instant, quitte à le déconstruire avec vous si le cœur vous en dit. Le point de départ de la réflexion, donc par évidemment de la date symbolique du 11 septembre 2001, mais c'est pas simplement une idée marketing en disant ça fait 20 ans, c'est un chiffre rond, on va se demander ce qu'il en est. Mais d'un constat, encore une fois, d'une décorrélation. Il y a un projet de l'université de Brown aux États-Unis qui s'appelle Costs of War, qui essaye de quantifier un petit peu non seulement les dépenses budgétaires, mais aussi le coût humain, économique, et sous divers aspects des guerres modernes, et notamment des guerres conduites par les États-Unis au titre de la guerre contre le terrorisme. Dans l'une de leurs dernières évaluations qui datait de la fin 2019, ils avaient évalué à 6,4 billions de dollars, donc 6 400 milliards de dollars, en coûts directs budgétaires, rien que donc pour le budget américain. Donc c'était les dépenses le surcoût de dépenses de défense américains liés aux opérations, mais aussi le coût des pensions d'invalides de guerre, etc. Les dépenses du département d'État et autres. Donc, mais c'est des coûts budgétaires directs depuis entre 2001 et 2019. En termes de coûts humains, ils avaient évalué à plus de 800 000 morts les pertes directement liées, encore une fois, aux opérations liées à la lutte contre le terrorisme menées par les États-Unis. Donc ces chiffres sont en fait des parties de la vérité. Alors, pas forcément une petite partie de la vérité, je pense à mon avis une majeure partie de la vérité, parce qu'en fait les États-Unis sont largement les acteurs dominants dans l'affaire, que ce soit en termes de dépenses de défense comme de conflictualité. Il faudrait, si on voulait avoir une approche un peu plus globale, ajouter par exemple les coûts directs d'autres pays, qu'ils soient européens tels que la France ou le Royaume-Uni. On est à mon avis au moins à 20 milliards de dollars en cumulé sur les... C'est un chiffrage qu'on est en train d'essayer de faire aussi dans le cadre de notre recherche. Les coûts indirects, notamment pour les économies locales, les victimes de théâtre, et sur le plan humain, par exemple, Brown prend en compte, encore une fois, que les sites où les États-Unis ont été présents, donc par exemple la Libye est très peu prise en compte, le Sahel est pratiquement pas pris en compte. Et donc, quoi qu'il en soit, on est évidemment sur un coût très élevé, ce qui nous pose, et me pose en tout cas, la question de la performance, de dire, bon, voilà, on a dépensé tout cet argent, il y a eu tous ces morts, quel est le résultat aujourd'hui, 20 ans après, de tout cet effort? Et là, on peut croiser avec d'autres formes d'évaluation. Bon, il y a le Center for Strategic and International Security, en 2018, avait sorti une étude qui comptabilisait le nombre de combattants djihadistes se reconnaissant comme tels dans le monde entre 100 et 230 000, soit une augmentation pour la fourchette haute de 250%, plus de 250% par rapport à ce qui pouvait être fait à la veille du 11 septembre 2001. Donc voilà, l'étonnement, il est là, il est de se dire, est-ce que finalement,
tout ça, tout cet argent, tous ces efforts ont produit derrière un résultat qui est moins que positif. Et en tout cas, si on juge que l'idée était de réduire la présence de combattants djihadistes dans le monde, on a un résultat qui est tout à fait étonnant et tout à fait surprenant. Donc voilà, le sentiment au bout de 20 ans d'avoir un droit et même peut-être un devoir d'inventaire sur ce qui a été fait, une réflexion sur la performance stratégique, qu'on peut qualifier au mieux de médiocre au regard des moyens consacrés, et donc une curiosité ici qui nous a poussé pour la recherche. Évidemment, l'étape suivante, une fois que vous avez un étonnement et une forme de problématique, c'est de vous demander ce que dit la littérature sur le sujet, et notamment la littérature académique. Les études académiques sur la guerre contre le terrorisme, et tout particulièrement en France, sont marquées, à mon sens, par une très forte divergence épistémologique entre, d'une part, les études sur le terrorisme et, d'autre part, et notamment le terrorisme islamique, donc études sur le terrorisme islamique que certains ont décidé de qualifier de djihadologie, pour reprendre le terme de Romain Caillet, qui a ensuite été aussi particulièrement critiqué. Donc tout ça, encore une fois, prête à débat, évidemment, comme tous les concepts. Et d'autre part, les études portant sur les politiques et les stratégies antiterroristes. Et là, à mon sens, on a vraiment deux types de questionnements qui sont assez divergents, deux types de personnalités de sociologie universitaire très différentes, qui ne se croisent pas souvent. Et si j'étais mauvaise langue, je dirais que les universitaires ont reproduit ici une divergence classique qu'on trouve dans tous les états-majors, entre le deuxième bureau qui s'intéresse à l'adversaire et le troisième bureau qui s'intéresse aux opérations de la force. Tout chef d'état-major vous dira qu'il a eu un mal fou dans une opération donnée à concilier la vision de son deuxième bureau et de son troisième bureau pour produire un résultat satisfaisant. C'est une opposition qui est toujours très problématique parce qu'elle empêche de voir en fait les interactions dialectiques entre les adversaires, puisqu'à chaque fois, en vous focalisant sur un camp, vous avez tendance en fait à prendre l'autre pour une variable indépendante, alors qu'en fait, évidemment, à la guerre, et j'ai envie de dire c'est le but du jeu, chaque adversaire impose sa loi à l'autre, pour reprendre la terminologie de Clausewitz, et on est donc bien dans une dialectique. Sauf qu'en plus, dans le cas académique, on est empêtré dans un débat quasi schismatique au sein de chacune de ces deux approches. Si je prends tout d'abord la djihadologie, avec des guillemets, je ne vais pas revenir sur un débat qui a été extrêmement médiatisé entre les écoles Keppel et Rouen, pour faire simple, et leurs disciples respectifs, puis des autres figures un petit peu plus marginales, du type François Burgat, Jean-Pierre Filieu, etc. Et il semble évident, moi il me semble évident que leurs modèles d'explication sont éminemment réconciliables en fait, si ce n'était les égos universitaires et l'intérêt personnel de chacun, et bureaucratique également, de faire exister, de faire persister ce débat, parce qu'à mon avis, ils tendent à caricaturer systématiquement la pensée de l'autre, mais on est, mine de rien, sur du coup une réflexion au sein de ce champ d'études qui est polarisé par un débat interne, et donc qui les empêche de poser la question de savoir ce qui se passe dans l'interaction avec l'adversaire des djihadistes, qui est donc l'anti-djihadiste par construction, et plus simplement un certain nombre d'États et de gouvernements et d'appareils sécuritaires qui sont impliqués. Dans le domaine des études sur l'antiterrorisme, également, vous avez, à mon sens, une opposition très forte entre une approche, voilà, pour ne pas utiliser des trop gros mots, plutôt réaliste, voire parfois un peu positiviste de ces politiques et stratégies antiterroristes,
école qu'on entend en France, pas beaucoup dans le monde universitaire, mais surtout à travers la parole des experts, je mets des guillemets, de la littérature grise, et je sais bien, parce que venant de l'IFRI et d'un think tank, de ces espaces qu'on qualifie souvent avec plus ou moins de verve, voilà, d'experts autoproclamés. Moi, j'essaie de ne pas trop m'autoproclamer. Mais en tout cas, voilà, un travail qui est à la marge du monde universitaire et qui s'intéresse un petit peu voilà, à la production du côté antiterroriste, avec une approche qui est marquée. Je pense qu'on a une vraie autocritique à se faire de ce point de vue-là, avec des grilles de lecture qui sont parfois assez proches, manquant de distance, on va dire, vis-à-vis des autorités, vis-à-vis des acteurs eux-mêmes de l'antiterrorisme, puisqu'on on se les approprie parfois sans énormément de recul. En face, ou plutôt au sein de ce même champ, mais à côté, et qui débat avec lui, quand on arrive à débattre, se trouve la lecture des études dites critiques, qui, à mon sens, là encore, je suis là pour ouvrir le débat, tendent parfois à se noyer dans leur constructivisme, l'analyse discursive, ne voyant plus dans les stratégies contre-terroristes en fait qu'un dispositif, qu'un discours de justification pour l'imposition d'un nouvel ordre sécuritaire, sans forcément derrière avoir accepté l'idée qu'il y a une opposition réelle et une dialectique réelle entre les acteurs. Donc, dans tous les cas, en tout cas, que ce soit pour les djihadologues ou les anti-terrorist studies, on a l'impression que l'interaction, encore une fois, avec l'adversaire disparaît largement au profit d'une étude sur un objet considéré erronément, à mon sens, comme isolé. Donc l'idée, et à partir de ce constat que j'ai dressé de manière évidemment hâtive et caricaturale, l'approche qu'on a essayé d'adopter avec Marc était celle de la stratégie comme synthèse dialectique, c'est-à-dire, encore une fois, dans l'idée qu'à la guerre, chaque adversaire impose sa loi à l'autre, et qu'on ne pouvait pas étudier l'antiterrorisme séparément du djihadisme et vice-versa, et donc se focaliser sur l'interaction réciproque entre les groupes, les belligérants et les acteurs. Pour adopter cette logique donc stratégique et dialectique, et là l'historien en moi est forcément réapparu, on a décidé d'adopter une approche plus chronologique, parce que c'est celle qui nous semblait la mieux adaptée pour justement étudier cette logique d'action-réaction, contre-réaction, pour reprendre les termes du général Beaufre qui parlait d'escrime stratégique, pour vraiment insister de ce point de vue-là sur cette interaction, attaque, parade, riposte, contre-attaque, reprise d'attaque pour les escrimeurs dans la salle, ça vous parlera, et l'idée étant évidemment d'étudier cette interaction sous l'angle polémologique, hein, sous l'angle de l'antagonisme. On a fait un essai de périodisation, donc, je vous soumets ici, hein, qui permet voilà, de voir ces différentes phases du combat globalisé et déterritorialisé, mais qui nous semble voilà, recouvrir un petit peu une forme d'homogénéité. Donc 5 périodes, 5 actes, si vous voulez, pour la tragédie antique que constitue la guerre contre le terrorisme. Une période de 2001 à 2006, qui suit donc le 11 septembre, et après une sous-estimation grossière par les services occidentaux des capacités de la mouvance djihadiste internationale, la décision par les Américains est emboîtée assez largement par leurs partenaires, qu'ils soient européens, occidentaux ou des pays alliés du monde musulman, pour se lancer dans une guerre mondiale contre le terrorisme qui se distingue à cette époque par
D'abord son approche militariste, et là peut-être qu'on rejoint vraiment une des thématiques de votre journée d'études, puisque la lutte contre le terrorisme était jusqu'alors l'affaire avant tout des services de renseignement pour l'extérieur, des services de police et de renseignement à l'intérieur. Bush, en 2001, et presque immédiatement dans les jours qui suivent, voire dans le soir même du 11 septembre 2001, dans l'analyse qu'il en fait, et toute l'administration américaine par la suite, et c'est validé de fait par ses partenaires, décide d'appliquer une grille de lecture militaire et stratégique d'un conflit. Il décide d'appeler ça une guerre, de prendre le label de guerre, fait voter au Congrès une autorisation d'utilisation de la force, d'utilisation de la force armée, qu'il emploie de fait en Afghanistan, mais pas uniquement en Afghanistan, puisqu'il y a des déploiements en fait, militaires dès 2001 dans un certain nombre de régions du monde. La création d'un statut particulier de combattant ennemi, on en parlera peut-être à l'occasion avec le juriste ici, pour donner un statut aux terroristes capturés, terroristes avec les guillemets, puisque certains ne sont pas forcément engagés dans des actes de terrorisme, mais font partie de l'organisation, Al-Qaïda ou de ses alliés. Et aussi la levée d'un certain nombre de tabous, ouais, je termine, sur les éliminations ciblées, la torture dans les interrogatoires, etc., y compris au sein même du droit des conflits armés, hein, donc avec une transformation même de la nature de ce qu'est la guerre. Face à ça, on a une mouvance djihadiste internationale qui va souffrir énormément, de fait, sous le déclenchement du contre-terrorisme américano-centré dans cette période 2001-2006, et avec un début de réponse qui émerge dans les textes stratégiques djihadistes sous la plume d'Abou Moussa al-Souri, qui prêche à cette époque-là en réaction à ce qu'il a vu se déclencher après le 11 septembre, pour un djihad individuel, décentralisé, même désorganisé. Il le reconnaît, il dit... il parle de nizam, mais pas de tanzim. Donc en arabe, un système et pas une organisation qui puisse être décapitée, donc pour se soustraire à la machine contre-terroriste américaine. Mais donc ça, c'est lancé très tôt, une réflexion d'adaptation de l'adversaire. Mais la solution va en fait venir du fait même de l'action des Occidentaux en l'occurrence, et notamment et tout particulièrement des Américains, même s'ils ne sont pas les seuls là-dessus, avec une volonté d'emblée de peser sur ce qui est perçu comme les conditions d'émergence du djihadisme. C'est-à-dire que Bush, dans cette période-là, 2001-2006, je dis Bush, c'est pas uniquement lui, hein, c'est un projet qui se déploie à ce moment-là, tire comme leçon du 11 septembre que en fait, les causes même du terrorisme, c'est l'absence de démocratie libérale dans le monde arabe et au Moyen-Orient plus généralement. Et ça, il faut y remédier notamment par ce qu'on a appelé à l'époque la doctrine du régime change. Et ça passe non seulement donc, par la militarisation du contre-terrorisme, ce qu'on a vu, mais également par une militarisation de la politique étrangère. Et c'est ce qu'on voit évidemment en Irak en 2003. Et ce faisant, les Américains et leurs alliés vont vite donner en fait prise aux djihadistes pour se relancer dans leur lutte en se parant des habits neufs de la résistance à l'envahisseur étranger et recrutés en Irak et en Afghanistan, ce qu'ils n'avaient pas pu faire jusqu'à présent, puisque désormais il y a des pays qui sont non seulement envahis, mais également occupés durablement par une puissance étrangère. La seconde période, je vais être plus rapide, 2006-2011, c'est la volonté du côté occidental, suite à cette riposte d'une certaine manière djihadiste, et ce rebond, puisque en fait ils étaient au creux de la vague fin 2002,
Ils ont rebondi en 2003 grâce à l'invasion de l'Irak. Et en 2006, ils sont à nouveau, ils sont probablement plus forts que jamais à ce moment-là. C'est la réponse à ça, c'est une quête de sortie de crise. Et après avoir largement déstabilisé le Moyen-Orient par leurs interventions, l'idée de la part des Occidentaux d'adopter une stratégie dite de contre-insurrection qui met l'accent au contraire sur la stabilisation. C'est le contraire du régime change. On cherche à consolider les régimes qui ont été mis en place. Une stratégie qui fonctionne en partie en Irak, où elle permet notamment de réintroduire les communautés sunnites dans le jeu politique, mais peine à prendre corps en Afghanistan face aux talibans. Mais néanmoins, entre 2006 et 2011, globalement, ça se rééquilibre à nouveau en faveur du camp contre-terroriste. La période se conclut avec la mort de Ben Laden, la mort d'Awlaki. C'est-à-dire qu'on a le contre-terrorisme qui continue à faire de l'attrition, à affaiblir le camp djihadiste, pendant que sur le plan politique, on a une tentative de stabilisation armée plus ou moins réussie, mais qui semble déboucher un petit peu en 2011. La troisième période vient rebattre à nouveau les cartes. C'est que justement en 2011, alors que la mort de Ben Laden donne l'occasion à Obama de dire « Je clôt ce chapitre de la guerre mondiale contre le terrorisme », et c'est effectivement ce qu'il dit en mai 2011, on a un mouvement profond qui vient des sociétés, notamment du monde arabe, qu'on a appelé les printemps arabes, qui vont relancer en fait qui vont relancer le phénomène de démocratisation qui avait été recherché par les néoconservateurs dans la première période depuis l'extérieur, mais sauf que là on le voit et ça intervient, et ça c'est très important, et on essaie de le montrer dans le livre, sans impulsion extérieure. C'est-à-dire que finalement ce qu'ils avaient tenté de produire en 2003 arrive en 2011, mais pas sur impulsion extérieure. Et sauf qu'en même temps qu'on a cette vague de démocratisation, on a une déstabilisation et une conflictualité qui repart à la hausse, avec à nouveau des djihadistes qui font preuve de leur capacité d'adaptation, de leur opportunisme, et donc qui se relancent autour de différents vortex, mais principalement le vortex syrien, qui relance cette période. 2014-2017, je serai plus rapide, correspond à la prise de conscience tardive des Occidentaux sur les mutations post-2011. Là encore, on voit avec un temps de retard, une réaction à la réaction, qu'on est forcé de constater avec les attentats, la vague d'attentats 2014, 2015, 2016 dans les pays occidentaux, et une contre-offensive de ce point de vue-là, qui va se déployer, notamment contre Daesh, mais qui sera en aucune façon comparable à celle de la première période 2001-2006, qui avait aussi été précédée par la vague d'attentats, mais cette fois-ci, il y a bien la volonté de la part des principaux acteurs de ne pas outrepasser la logique du contre-terrorisme et d'aller vers du régime change, par exemple, et de rester avec un objectif liminaire. La dernière période, celle dans laquelle on est aujourd'hui, voit, à mon sens, la fin d'un cycle, la signature de l'accord de paix des Américains avec les talibans à Doha en mars dernier, à mon sens, est plus qu'un symbole. C'est la volonté américaine de se retirer du jeu, cette fois-ci de manière beaucoup plus sérieuse qu'ils n'avaient pu le faire dans les années 2011, quand ils avaient déjà tenté une première sortie. Et là à nouveau on redouble avec la spatialité, un changement de la spatialité du djihad en face, avec une évolution vers l'Afrique qui aussi transforme les espaces de conflictualité. Pour conclure, parce que j'ai été un peu long,
3 questions à laquelle on essaye de répondre dans le livre. Une question, à mon avis, très importante, parce qu'à lire une bonne partie de la littérature, elle revient souvent, de se demander si le contre-terrorisme est en fait le principal responsable du terrorisme. C'est-à-dire, et ça c'est une impression qui revient profondément quand on lit la littérature, notamment la littérature critique, et à mon sens, l'approche dialectique permet de sortir de ça. J'y réponds globalement non, parfois oui. Il va sans dire que la guerre d'Irak, par exemple, a renforcé les djihadistes. J'ai essayé de vous montrer. En revanche, il me semble complètement erroné, et pour tout dire assez ethnocentrique, de considérer que le renouveau djihadiste, par exemple, au lendemain des printemps arabes, est le résultat d'une action ou même d'une inaction occidentale, et de dire que le contre-terrorisme est responsable de ça. Je pense qu'il y a vraiment des dynamiques internes et profondes à ces sociétés qui peuvent produire ce type de belligérance et pas forcément donc dans une sorte de solipsisme, d'auto-référencement, où en fait c'est le contre-terroriste qui produit le terroriste, et tout ça pour des pourquoi, on peut se le demander, même si le débat continue à exister. La deuxième question, qui était la deuxième tentative de réponse, c'est sur la question de la médiocrité du bilan, que j'évoquais. Pourquoi est-ce qu'on a un bilan aussi médiocre malgré tous les efforts et la symétrie des moyens? D'abord, encore une fois, il y a eu des erreurs du camp du plus fort qui ont été payées très cher. La guerre d'Irak, une certaine inaction face au printemps arabe, etc. et qui ont fait perdre beaucoup de temps dans la réaction. Ensuite, et ça c'est important de le montrer, on a un adversaire intelligent, adaptatif, qui a pu évoluer. Et enfin, il y a des questions qu'il faut se poser et qu'on essaye de poser aussi en termes de coût d'opportunité. Par exemple, entre la lutte contre le terrorisme et la prévention du terrorisme. Par exemple, le budget de prévention, globalement, est très faible et inversement proportionnel aux dépenses militaires. L'Allemagne, qui s'est peu impliquée dans les questions de lutte contre le terrorisme, par exemple, dépense en moyenne 120 millions par an en prévention de la radicalisation et du terrorisme, tandis que la France, qui est très active sur le front de la guerre contre le terrorisme, dépense 20 millions par an en prévention. Donc il y a des réflexions, c'est des questions qu'on pose en tout cas, on n'a pas forcément de réponse, mais de se demander, évidemment, aux États-Unis, on a un budget prévention qui tourne en moyenne depuis 2015 autour de 180 millions de dollars, à comparer avec 60 à 70 milliards en surcoût budgétaire opérationnel pour les opérations de guerre contre le terrorisme. Soit pour 400 $ dépensés dans le militaire, on a $1 dépensé pour le préventif. Donc c'est des questions, encore une fois, qu'on pose, mais qui donnent des éléments de réponse aussi sur la médiocrité du bilan. Ça ne veut pas dire que la prévention du terrorisme est la panacée, loin de là. Ça pose des questions de curseur. Enfin, et là c'est vraiment ma conclusion, est-ce que la guerre de 20 ans est terminée? Est-ce qu'on arrive effectivement au bout du cycle? Pour moi, il ne fait aucun doute que la géographie politique des puissances s'est profondément transformée en 20 ans. L'émergence stratégique de la Chine, par exemple, comme acteur majeur de la sécurité, qui n'était pas du tout le cas en 2001, la volonté affirmée d'un certain nombre d'acteurs étatiques de contester le statu quo, qui incite aujourd'hui un certain nombre de puissances qui jusqu'à présent étaient principalement actives dans la lutte contre le terrorisme, à commencer par les Occidentaux et à commencer par les Américains, délaisse aujourd'hui volontairement la question du terrorisme pour se recentrer sur la compétition stratégique entre puissances, et ça c'est quelque chose qu'on sent bien depuis 2017 au moins, et qui est acté, et qui est énoncé, et qui est mis en discours. Et encore une fois, la volonté américaine, l'abandon des Kurdes de Syrie, la signature de l'accord avec les talibans en Afghanistan, tout ça, à mon avis, passe même la mise au risque de la relation avec Bagdad, entre Washington et Bagdad, juste pour s'opposer aux Iraniens. Tout ça montre que on est en train de basculer dans un nouveau paradigme. Maintenant,
les limites de ça, c'est que ça fait 10 ans qu'en fait, on a un appareil sécuritaire d'un certain nombre de ces pays qui cherchent en fait à refermer la porte du contre-terrorisme et qui n'y arrivent pas parce que, encore une fois, il n'y a pas qu'un seul acteur dans le jeu, et c'est bien la preuve que le contre-terrorisme n'est pas le seul acteur de la zone. Il y a bien, en tout cas, un compétiteur qui ne le laisse pas forcément décider ou pas de clore la porte. Et donc, je pense qu'on va continuer à avoir un antagonisme sans pour autant rester sur le choix, on va dire, de la guerre contre le terrorisme comme paradigme majeur. Mais l'antagonisme est là pour durer. Voilà, je prie de m'excuser pour avoir été un peu long sur ces réflexions que je soumets à votre auditoire et à notre discutante. Merci. Donc la parole est maintenant à Monsieur Olivier Renaudy, qui va nous présenter une intervention intitulée « La participation des forces armées à la sécurité intérieure. De quel droit ?» Merci pour votre invitation. Et puis je tiens évidemment à féliciter l'ensemble des membres du comité d'organisation de cette belle journée. Je voudrais dire également qu'en tant que référent sécurité et défense de l'Université Paris 1, je ne peux que me réjouir que de telles journées se tiennent au sein même de l'université, fassent l'objet de belles manifestations scientifiques comme celle qui nous réunit aujourd'hui. Et puis, je voudrais ajouter que voilà, les juristes, et en particulier ceux de l'école de droit de la Sorbonne, ont évidemment des choses à dire sur ces questions, et pas seulement parce que le droit est une arme. Il se trouve en effet que, et ça a été évoqué il y a quelques instants, la lutte contre le terrorisme est à l'origine de bien des bouleversements du monde, et pour ce qui m'intéresse, de bien des bouleversements du droit. Parmi ces bouleversements du droit, il y a ceux qui affectent le droit français. Et c'est un fait que depuis quelques années, des distinctions très très emblématiques de notre système juridique français sont mises à mal, sont contestées. Des distinctions comme la distinction entre la police administrative et la police judiciaire. Des distinctions comme celle entre la police d'un côté et le service public de l'autre. Des distinctions entre ce qui relève de la sécurité extérieure des États et ce qui relève de leur sécurité intérieure. Et puis, dernière distinction que je peux évoquer et qui est au cœur même de cette journée, la distinction entre d'un côté les forces armées et de l'autre les forces de police. Alors, comme nous y invite le thème de cette journée d'aujourd'hui, je vais m'intéresser seulement aux deux dernières distinctions qui apparaissent contestées tout aussi bien en droit européen qu'en droit français. S'agissant du droit européen, du droit de l'Union européenne pour être précis, la contestation de ces deux distinctions s'est traduite de plusieurs manières dans les textes et puis aussi dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. S'agissant des textes, il y a un avant et un après traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne, il entre en vigueur en 2007 et il opère une transformation. Il transforme la politique européenne de sécurité et de défense en politique de sécurité et de défense commune, ce qui change le paradigme, pour utiliser un terme qui vient d'être évoqué. Sur le plan de la jurisprudence de la Cour de justice, à l'occasion de décisions emblématiques qu'elle a pu rendre, elle a pu régulièrement faire le constat que la sécurité d'un État membre de l'Union européenne ne peut plus, je reprends ces mots, être envisagée isolément dans la mesure où elle est étroitement liée à la sécurité de la communauté internationale. Donc là encore, la Cour, ce n'est pas son rôle, mais au fond, elle a une vision spatiale de ces questions. Elle considère que la sécurité d'un État membre, ce n'est pas seulement sa sécurité. On ne peut pas l'envisager, on ne peut pas mettre en place une politique de défense efficace sans, évidemment, faire des liens avec la lutte contre le terrorisme à un échelon européen, d'une part, et mondial, d'autre part. Le droit français, pour sa part, lui aussi, est le témoin de ces évolutions. Alors ça s'est traduit par la création en 2009 de la sécurité nationale, qui est venue remplacer le concept de défense nationale.
Et puis, cette révolution conceptuelle et l'introduction de cette nouvelle notion, elle s'est accompagnée de la création d'institutions à l'interface entre le monde civil et le monde militaire, chargées précisément de faire le lien entre, d'un côté, le civil et le militaire. Je pense, au niveau national, au secrétaire général à la défense et à la sécurité nationale, et puis je pense par exemple au niveau local, au préfet de zone de défense et de sécurité. Ça a aussi conduit, et ça va être l'objet de mon intervention, à faire intervenir les forces armées sur le territoire national et donc à faire face, je reprends les thèmes de cette table ronde tels qu'ils ont été, tels qu'ils figurent dans le programme, à faire face à une nouvelle spatialité des conflits. Symbolisé par le plan Vigipirate, symbolisé par l'opération Sentinelle, cette participation des forces armées à la sécurité intérieure se retrouve sous des formes diverses dans tous les États qui, en tout cas au niveau européen, ont pu être confrontés au terrorisme. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que cette participation n'en est pas moins juridiquement et politiquement problématique. Politiquement, bien sûr, elle interroge le sujet de la table ronde, à savoir le lien armée-nation. Et puis, juridiquement, ça pose un certain nombre de questions, des questions qui trouvent leur origine dans le fait que le droit français, malgré ses évolutions, est encore marqué par une césure très forte. Une césure entre, d'un côté, un premier corps de règles qui est incarné par le Code de la sécurité intérieure qui est censé s'appliquer aux forces de police, et puis de l'autre, le Code de la défense nationale qui s'applique par principe aux forces armées. Dès lors, il y a un décalage entre les évolutions que l'on peut constater et puis cette césure toujours prégnante qui nous laisse à penser qu'il y a bien deux corps de règles distincts. Et dès lors, mon étonnement, il est le suivant. C'est de quel droit est-ce que les forces armées sont amenées à contribuer à la sécurité intérieure? Alors, pour apporter quelques éléments de réponse à cette interrogation, et pour partir de cet étonnement, je poserai deux questions qui me permettront d'apporter ces éléments de réponse. La première question, c'est quel est le dispositif juridique qui permet cette participation des forces armées à la sécurité intérieure, qui leur permet d'intervenir sur le territoire national. Et puis la seconde question qui structurera mon propos, c'est celle des missions. Faire intervenir les forces armées sur le territoire national, très bien, mais pourquoi faire? Première question, donc le dispositif juridique. La participation des forces armées à la sécurité intérieure, celle que l'on voit patrouiller sur le sol national, repose sur un mécanisme original et il faut le dire un peu inattendu, qui est le mécanisme de la réquisition, qui est un mécanisme qui, au fond, est un peu complexe et largement perfectible. Complexe pourquoi? Il faut partir d'un article du Code de la Défense, l'article L 1321-1 du Code. Il est dit à cet article important, emblématique, aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civile sans réquisition légale. Cet article pose donc un principe et une exception. Le principe, c'est celui selon lequel les forces armées n'ont aucun titre légal à intervenir sur le territoire de la République. Il ne s'agit pas là d'une compétence qui leur a été attribuée par le législateur. À ce principe, il y a une exception prévue par l'article lui-même. Cette exception, c'est l'idée que sur la base d'une dérogation, sur la base d'une réquisition, il est possible de pouvoir faire participer les forces armées à la sécurité et les faire intervenir sur le territoire de la République. Donc, la réquisition, c'est la pierre angulaire de notre exception. C'est possible si et seulement si une réquisition légale des armées est élaborée. Donc, je voudrais dire quelques mots de ce mécanisme juridique de la réquisition. Le terme réquisition est bien inconnu des juristes et figure également dans le langage commun. On peut l'utiliser. Qu'est-ce que ça désigne, la réquisition? Ça vient du latin requisitio, ça renvoie en l'espèce à une opération par laquelle une autorité administrative contraint une personne
à faire quelque chose pour satisfaire un besoin exceptionnel et temporaire. Donc, on a comme ça, en droit français, un certain nombre de dispositifs où, pour répondre à un besoin donné, à un moment donné, la puissance publique peut contraindre une personne publique ou une personne privée, une personne physique ou une personne morale, à faire quelque chose au nom d'un intérêt général donné. Appliqué au domaine qui nous intéresse, la réquisition, c'est donc un pouvoir qui est reconnu à l'autorité civile de mettre en mouvement la force armée. Pourquoi ? Pour la faire participer à un moment donné au maintien de l'ordre public. Le régime juridique de la réquisition, il est assez éclaté. On trouve des dispositions dans le Code de la Défense, et puis et surtout, on trouve des éléments importants dans une instruction ministérielle du 14 novembre 2017, qui est l'instruction, le texte qui porte sur l'engagement des forces armées sur le territoire national. Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'intéressant dans ce texte? On trouve les modalités à respecter pour pouvoir donc élaborer une réquisition de ce type. Il y a 3 points que je voudrais souligner issus de ce texte. Premier point, quelles sont les autorités qui peuvent requérir les forces armées? Je mets de côté les réquisitions judiciaires, c'est-à-dire de la part des juges. Si je mets de côté les réquisitions judiciaires, il y a quelques autorités administratives qui peuvent donc utiliser le mécanisme de la réquisition adressé aux forces armées. Ce sont pour l'essentiel les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de département et également les préfets maritimes pour les opérations en mer. Deuxième point saillant de cette instruction ministérielle, les motifs de la réquisition. Pourquoi ? Pour quels motifs légaux il est possible de requérir la force armée? Alors, dans l'instruction de 2017, il y a 2 séries d'éléments qui sont précisés. D'une part, ce texte envisage les scénarios génériques dans lesquels les forces armées peuvent être sollicitées. 1, un attentat terroriste. 2, une pandémie fortement létale. Suivez mon regard. 3, une catastrophe naturelle ou technologique. 4, un trouble grave à l'ordre public. S'ajoute à cela, si l'on se situe dans l'un ou l'autre de ces 4 scénarios, que pour requérir la force armée, les forces armées, il faut répondre à la règle dite des 4 I. Il peut être fait appel aux forces armées dès lors que les moyens civils sont inexistants, inadaptés, insuffisants ou indisponibles. Donc, si on se situe dans un des 4 scénarios et qu'un des 4 I est susceptible d'être considéré comme rempli comme critère, l'on peut requérir les forces armées. Troisième et dernier point que je souligne pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, une réquisition, ça n'est pas une invitation, c'est bien un ordre. Donc, toute réquisition rédigée est exécutoire dès sa réception. Ce dispositif un peu complexe, il est par ailleurs perfectible. Le dispositif qui est relatif aux réquisitions des forces armées ne brille pas par son intelligibilité, ni pour les citoyens évidemment, ni pour les avertis. Pourquoi il est problématique? À mon avis, il est problématique d'un double point de vue. D'abord, il est problématique d'un point de vue conceptuel. Je ne suis pas certain que ce soit la notion de réquisition qui soit la plus adaptée à la situation. Pourquoi ? Comme on a pu le voir, juridiquement, conceptuellement, la réquisition, c'est un outil juridique qui permet de faire face à un événement qui présente la caractéristique d'être momentané. Donc, est-ce que l'on peut dire encore aujourd'hui que la lutte contre le terrorisme, c'est un événement momentané auquel les réquisitions peuvent nous aider à répondre? J'en suis pas certain. Évidemment, cette lutte contre le terrorisme, elle dure, elle devient pérenne, et la contribution des forces armées à la sécurité intérieure et à la lutte contre le terrorisme s'inscrit dans le temps. Je prends l'exemple du préfet de police à Paris. Depuis la première fois où il a utilisé le dispositif de la réquisition, aujourd'hui, il en est à peu près à 15 000 réquisitions rédigées.
Donc ça prouve bien que ce mécanisme n'est pas fait pour durer. Aucune autorité ne doit être contrainte de rédiger 15 000 fois le même acte juridique simplement pour solliciter les forces armées. Donc tout autant que le régime juridique de l'état d'urgence, qu'il s'agisse du régime juridique de l'état d'urgence terroriste ou de l'état d'urgence sanitaire, n'ont pas été conçus pour être des outils juridiques pérennes. Ils ont été conçus pour être des outils juridiques susceptibles de faire face à une situation qui était marquée par une caractéristique essentielle, son caractère temporaire. Dès lors que l'on n'est plus dans une situation temporaire, mais dans le durable, je ne suis pas certain que la réquisition soit l'outil le plus adapté. Au-delà de ce premier problème, il y a un deuxième problème, c'est le point de vue qu'on peut qualifier de plus matériel. Les règles posées le sont donc par une instruction ministérielle, c'est-à-dire une circulaire. On peut se demander si c'est le bon niveau de décision. On peut se demander si c'est le bon échelon, c'est-à-dire fixer les règles relatives à l'engagement des forces armées sur le territoire national. Est-ce que c'était vraiment à l'échelon ministériel qu'il fallait poser de telles règles? Je précise ma pensée. Est-ce que ce n'est pas davantage aux législateurs que de débattre de ces questions et de poser des règles à son niveau législatif qui déterminent l'intérêt d'engager les forces armées sur le territoire national pour exercer ce type de fonction, et à quelles conditions, et le cas échéant, de fixer dans un dispositif législatif figurant dans les dispositions législatives du Code de la Défense les règles en la matière. Alors une fois évoqués ces problèmes, j'en arrive au second temps de mon propos. Engager les forces armées sur le territoire national, pourquoi faire? C'est-à-dire pour exercer quelle mission? Second temps de mon propos, donc, quelle mission, quel emploi des forces armées? Dans tous les États qui ont eu recours aux forces armées pour lutter contre le terrorisme et pour contribuer à la sécurité intérieure, cette question s'est posée. Quelle mission donne-t-on à celle-ci et dans quel cadre? Alors, s'agissant du droit français, qui va seulement retenir mon attention, ce que l'on peut dire, c'est que le cadre juridique relatif aux missions, précisément, a évolué. Et je vais retracer rapidement cette évolution. Mais le terme de cette évolution, c'est que les missions demeurent aujourd'hui très, très limitées. L'évolution, tout d'abord, du cadre juridique. J'imagine que certaines interventions de la matinée ont montré à quel point la participation des forces armées à la sécurité et leurs interventions sur le territoire national étaient anciennes, et évidemment, et c'est toujours important de le rappeler. Pour autant, si je reviens à l'actualité et au droit contemporain, bien ce que l'on peut dire, c'est que la détermination des missions alors confiées se révèle extrêmement délicate. Au fond, la participation des forces armées au maintien de l'ordre public relève d'un cadre d'emploi qui présente deux caractéristiques. Première caractéristique, le Code de la Défense n'en fixe pas les contours. Ça n'est pas dans le Code de la Défense que l'on trouvera des choses sur le sujet, c'est-à-dire la délimitation des missions en question. La seconde caractéristique du cadre d'emploi, c'est au fond que celui-ci est marqué, alors certainement par une grande souplesse, et c'est peut-être ce qui explique la première caractéristique, c'est-à-dire qu'on n'est pas voulu figer ces missions dans des dispositions législatives et réglementaires, mais la seconde caractéristique, au-delà de la souplesse, c'est la subsidiarité. C'est-à-dire c'est l'idée que les armées ne peuvent être engagées sur le territoire national, en complément des moyens civils, qu'à partir du moment où ces moyens civils s'avèrent insuffisants ou inadaptés. Au-delà de ces deux caractéristiques traditionnelles, je l'ai annoncé, le dispositif juridique sur les missions a évolué ces dernières années pour tenir compte d'attentats terroristes qui ont été perpétués sur le sol national. Alors, je ne vais pas tout à fait retracer les grandes étapes parce que j'en ai pas le temps de cette évolution, notamment les livres blancs de 2008, de 2013. Je vais juste insister sur la loi du 20 juillet 2015. La loi du 20 juillet 2015, c'est une loi de programmation militaire, comme il y en a régulièrement.
et qui est remarquable pour le sujet qui nous intéresse, car ce texte inscrit dans la durée deux choses. Première chose, l'existence d'une menace terroriste majeure sur le sol national. Deuxième chose, elle inscrit dans la durée l'opération Sentinelle. Et c'est la raison pour laquelle ce texte législatif donc, affirme que désormais les armées doivent être en mesure de déployer dans la durée, dans le cadre d'une opération militaire terrestre, 7000 hommes sur le territoire national, avec des possibilités de porter ces effectifs à 10 000 pendant un mois, ainsi que des moyens adaptés. Comme on atteste cette disposition, la participation donc des forces armées à la sécurité intérieure devient pérenne, devient structurante. Et c'est ce qui ressort bien des termes utilisés par le ministre de la Défense à cette époque. Je le cite. Il ne s'agit plus d'apporter un complément d'effectifs modeste aux forces de sécurité intérieure, comme on a pu le faire avec Vigipirate. Il s'agit de garantir dans tous les milieux la capacité de conduire le volet militaire de la sécurité intérieure. Pourquoi? Et là, les mots sont importants au regard de l'objet de cette table ronde, pour assurer la résilience de la nation. Le but qui est donc assigné à l'opération Sentinelle dans la durée, c'est la résilience de la nation. C'est ce but qui devient celui de l'opération Sentinelle. Reste que pour atteindre cet objectif important, les missions qui sont confiées aux forces armées demeurent extrêmement limitées. En effet, ces missions, elles sont au fond de trois types. Protéger et rassurer nos concitoyens, sécuriser des points et sites sensibles, tels que définis par le ministère de l'Intérieur, et enfin, troisième point, maximiser l'effet dissuasif que procure le déploiement visible de la force armée face à la menace terroriste. Donc plus concrètement, et je ne vous apprends rien, il revient aux unités terrestres déployées de surveiller des zones, de surveiller des bâtiments, de surveiller des sites sensibles, des axes de communication, d'escorter parfois des convois, et puis par ailleurs de collecter quelques informations d'ambiance sur le terrain au contact des acteurs présents. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ces missions? Ce qu'on peut dire, c'est qu'elles ne sont absolument pas de même nature, et ça a été souligné dans plusieurs rapports parlementaires. En effet, il est très très difficile d'évaluer le caractère rassurant pour la population et son effet dissuasif pour les terroristes. Ça, c'est extrêmement délicat. En revanche, il est beaucoup plus facile d'évaluer la sécurisation des points et sites sensibles et de voir si le travail a bien été fait et s'est révélé efficace. Donc on ne peut que faire le constat que ces missions, d'une part, sont relativement étroites, et d'autre part, que celles-ci ne sont pas toujours faciles à bien évaluer. Quand je dis évaluer, c'est en évaluer l'efficacité par rapport aux objectifs que le législateur a pu se donner. J'ajoute encore un point s'agissant de ces missions, c'est que pour l'essentiel, ces missions sont des missions qui relèvent de ce que les juristes appellent la police administrative, c'est-à-dire la police de prévention des troubles à l'ordre public. En aucun cas, et c'est important, les forces armées ne contribuent-elles à ce que l'on appelle la police judiciaire, c'est-à-dire celle qui existe pour réprimer les auteurs d'infractions pénales, c'est-à-dire les auteurs de crimes et de délits. En effet, les militaires engagés dans l'opération Sentinelle n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, de telles missions ne sauraient leur être confiées. De tout cela, il résulte donc que ce déploiement est opéré pour exercer des missions qui s'avèrent aujourd'hui limitées. Pour conclure, l'analyse du droit qui est applicable aux forces armées qui concourent à la sécurité intérieure me conduit à formuler trois observations. Première observation porte sur l'opération Sentinelle, qui donc est l'outil utilisé par les pouvoirs publics pour déployer les forces armées sur ce nouvel espace, à savoir cet espace national, et les faire participer à la lutte contre le terrorisme.
Au fond, il convient de se demander, là encore, mais c'est une question identique que l'on peut formuler à propos des régimes juridiques de type état d'urgence, si cet outil conçu pour être temporaire a vocation à s'inscrire dans la durée. Il est permis, en effet, de se demander s'il s'agit véritablement d'une opération. En effet, la permanence de la menace terroriste semble justifier de très nombreuses prolongations de cette opération, et donc il est permis de se demander si les forces armées ne sont pas devenues un acteur à part entière du maintien de l'ordre public et de la lutte contre le terrorisme. Donc, interrogation sur l'opération Sentinelle, interrogation de type politico-juridique, est-ce que c'est le bon outil? Deuxième observation concerne les relations entre le pouvoir civil et les forces armées telles qu'elles résultent de l'utilisation des forces sur le territoire national. Envisagées sous l'angle conceptuel, celles-ci peuvent être analysées de deux manières. On peut dire ça conforte la sécurité nationale, ça conforte ce que certains appellent le continuum défense-sécurité intérieure, et c'est assez emblématique d'un mouvement contemporain qui, en effet, lie la sécurité intérieure des États et la défense de ceux-ci de l'autre. On peut adopter un tout autre point de vue et considérer qu'il s'agit d'un mélange des genres, d'un brouillage des frontières, et considérer que, bon, au fond, c'est assez symptomatique d'évolution du droit contemporain et que cela peut être relativement préoccupant dans la durée. Troisième et dernière observation, et je termine par là, sur le sujet de la table, à savoir le lien armée-nation. Il serait tentant, au premier abord, de considérer que l'objectif qui est assigné à l'opération Sentinelle, qui est au fond cette résilience qui a été évoquée par le ministre de la Défense, c'est un objectif de nature à rapprocher l'armée de la population et à contribuer à ce lien entre l'armée et la nation. Je ne suis pas certain que ce soit véritablement le cas, et notamment pour des raisons juridiques. Je pense que le dispositif qui régit l'usage des forces armées et leur mission est fragile, est inadapté, est bricolé. Et donc on peut formuler le vœu que ce dispositif soit réformé et puis qu'il soit rehaussé dans la hiérarchie des normes, c'est-à-dire que le législateur se saisisse d'une question qui relève absolument de sa compétence. Il en va de la légitimité politique et sociale de cette intervention des forces armées, et il en va de manière plus générale de la confiance en nos gouvernants et en leur capacité à rapprocher justement les forces armées de la nation. Peut-être commencer par Élie, pour revenir un petit peu. Donc, tu avais parlé donc, des 5 phases de la guerre sur le terrorisme. Du coup, moi, je voulais rentrer un petit peu dans le fond. Tout simplement, donc là, ces dernières années, on s'est rendu compte que l'État islamique a occupé quand même le devant de la scène médiatique et politique. L'organisation semble actuellement un petit peu moins puissante, en tout cas moins puissante qu'il y a peu de temps. Elle a perdu la quasi-totalité de son ancrage territorial. Du coup, je souhaitais te demander comment est-ce que tu envisages l'avenir pour Daesh? Est-ce que c'est la fin de l'organisation? Et parallèlement aussi, Al-Qaïda semble avoir un petit peu moins préoccupé l'opinion publique, bien que le groupe soit par exemple derrière l'attentat de Charlie Hebdo. Et donc maintenant que l'EI décline, ou en tout cas semble décliner, quelle pourrait être la stratégie d'Al-Qaïda et comment est-ce que tu envisages l'avenir de cette organisation aussi? Et finalement, est-ce qu'on n'aurait pas sous-estimé l'organisation Al-Qaïda? C'est évidemment une bonne question. C'est un axe important de notre conclusion et de la réflexion prospective qu'on fait. Nous, il y a effectivement, avec la naissance de l'État islamique qui est longue et complexe, avec une histoire commune avec Al-Qaïda, puisque l'État islamique vient de l'État islamique d'Irak, qui était en fait Al-Qaïda en Irak, tel qu'il a été créé en 2004 par Zarqawi. Donc ils viennent de la même mouvance, ils se sont séparés. Il y a effectivement à partir de 2014
et surtout de la proclamation du califat par Abu Bakr al-Baghdadi, une bipolarisation très importante du monde de la mouvance djihadiste internationale, qui a toujours été multifacette, qui à partir de 2001 s'est polarisé un peu autour de la figure de Ben Laden, qui n'était qu'un parmi d'autres à cette époque-là, mais avec toujours beaucoup d'acteurs plus ou moins autonomes et indépendants. Et effectivement, il y a une bipolarisation à partir de 2014-2015. Aujourd'hui, voilà, ce qui faisait la spécificité principale et l'attrait particulier de Daesh, qui était l'existence d'un califat territorial sur lequel on pouvait construire le projet politique qui a toujours été celui des djihadistes d'Al-Qaïda comme de Daesh, de créer une terre d'islam pure et dans laquelle on puisse renouveler le rêve du califat. C'était ça qui attirait. À partir de 2017 et de la prise de Mossoul et de Raqqa, cet attrait a disparu. Ça ne veut pas dire qu'il ne demeure pas des spécificités de Daesh qui continuent à le distinguer d'Al-Qaïda, mais on va dire elles ont eu tendance à s'effacer. Est-ce que pour autant on va vers une réconciliation et une reconvergence? C'est une question qu'on s'est posée, surtout après la mort de Baghdadi lui-même, en disant est-ce qu'ils vont désigner un nouveau calife? Est-ce qu'on va, et de fait ils l'ont fait. Et en fait, ce qu'on estime, c'est que la bipolarisation est durable, du fait notamment de l'activité factionnelle en fait très forte liée à ces groupes, de leur intransigeance idéologique qui produit systématiquement du mécontentement à l'intérieur des groupes et qui fait que à partir du moment où il existe une alternative, il y aura toujours des mécontents d'Al-Qaïda qui tendront à aller chez Daesh et vice-versa. Et c'est exactement ce à quoi on assiste sur des théâtres où, pour autant, l'opposition historique entre Jabhat al-Nusra, donc affilié à Al-Qaïda, et État islamique en Irak, parce que c'était une opposition d'hommes, de personnes au niveau local, au Moyen-Orient, en zone syro-irakienne, donc qui n'a a priori ne devrait pas du tout toucher, par exemple, les relations entre Al-Qaïda et Daesh au Sahel. De fait, on a une bipolarisation qui perdure parce qu'il y a toujours des gens qui sont mécontents dans un camp, qui ont tendance à aller dans l'autre et donc qui alimentent cette opposition. Et effectivement, pour nous, c'est quelque chose qui est là pour durer. La spécificité entre les deux, elle est théologico-politique, c'est-à-dire qu'Al-Qaïda considère qu'il n'y a pas de calife en place, il n'y a pas d'allégeance donc légale et obligatoire, fût-elle à l'émir Zawahiri, qui lui-même en fait prête allégeance au commandeur des talibans. Et donc on n'est pas du tout sur la même hiérarchie, et le rapport à la territorialité, là je conclurai là-dessus, est pas le même non plus. Et on voit, et depuis longtemps, Al-Qaïda, depuis 2011 en fait, qui ont fait le choix de jouer à fond les territoires et les enjeux locaux. Et c'est particulièrement net sur des théâtres comme le Sahel aujourd'hui, même l'Afghanistan ou l'Irak et la zone et la Syrie surtout. Al-Qaïda est très peu présent en Irak aujourd'hui, mais en Syrie ou au Yémen. Et donc, alors que Daesh continue à avoir une approche un petit peu plus théorique, qui tend à séduire en fait plus une jeunesse urbanisée, plus connectée, qui est plus intéressée par des idéaux et peut-être moins impliquée dans les enjeux politiques locaux. Et donc chacun a ses forces et ses faiblesses de ce point de vue-là. Mais moi, je considère que Al-Qaïda est en tout cas un adversaire mieux ancré, plus solidement ancré dans le paysage politique des pays où il est présent, que ce soit encore une fois la bande sahélo-saharienne, la zone syro-irakienne, l'Asie centrale, même le sous-continent indien, que Daesh. Et effectivement, donc, on est loin d'avoir fini. Donc voilà, bipolarisation qui, à mon avis, va demeurer, qui est durable, et
répartition, une clé de répartition avec des spécificités pour chacun. Merci beaucoup. Donc oui, effectivement, avec une place du territoire et une vision du territoire qui divergent beaucoup entre les deux organisations. Une question peut-être un petit peu plus prospective cette fois, puisque donc là, on a eu donc 5 actes, toujours je repars là-dessus, sur la guerre du terrorisme, contre le terrorisme. Alors j'ai lu, tu nous adresses un très bon tableau de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans les débats académiques et les conséquences des oppositions dans ces divers courants, donc j'espère ne pas tomber dans l'un de ces écueils. Mais j'ai lu qu'on pouvait distinguer plusieurs phases dans le terrorisme moderne. Je fais référence à David Rapoport qui évoque 4 vagues qui se sont télescopées. C'était les anarchistes fin 19e, les mouvements anticoloniaux au 20e, la nouvelle gauche à partir des années 1960 et enfin le terrorisme religieux depuis les années 1980. Et donc, question prospective, quelle pourrait être selon toi la prochaine vague ? Alors là, du coup, c'est vraiment en tant que novice que je pose la question, mais est-ce que, par exemple, quand on reprend la définition du terrorisme, on ne pourrait pas un jour voir du terrorisme environnemental ? Et là, je pense au cas de Yuna Bomber, par exemple, ce terroriste qui dénonçait la technologisation des sociétés. Ouais. Alors, la question est bonne. Dès qu'on parle de terrorisme, j'ai essayé évidemment de contourner le sujet parce que sinon on ne s'en sort pas. On a évidemment des problèmes définitionnels et globalement, nous, l'approche qu'on a, c'est toujours de l'utiliser avant tout comme un mode d'action, de le considérer comme un mode d'action au service d'une stratégie. Et de ce point de vue-là, le terrorisme, au même titre que la guérilla ou la propagande, n'a pas particulièrement de couleur politique, ni d'agenda, ni de projet, et donc il peut servir aussi bien un nationalisme laïque qu'un fondamentalisme religieux, qu'un projet des fois transversal, économique ou autre. Donc pourquoi pas un terrorisme sur d'autres questions comme des questions qui s'annoncent d'emblée comme centrales pour le XXIe siècle, autour de la question de l'environnement, de l'écologie, évidemment. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison que non, d'une certaine manière. En revanche, pour revenir sur ces générations de terrorisme imaginées par Rapoport, qui se met dans une temporalité qui n'est pas la nôtre, qui est donc effectivement beaucoup plus longue, et à laquelle je souscris largement, il y a un élément majeur, c'est que chaque moment terroriste correspond aussi à un moment de la scène internationale des grands acteurs internationaux. Et aujourd'hui, voilà, pour reboucler avec ce que je disais à la fin sur la transformation de la géographie des puissances, de la spatialité de la puissance, on avance, à mon avis, de manière inexorable vers un mode d'action qui sera marqué par cette compétition stratégique entre puissances, là où elle ne l'a pas été forcément sur la période 2001 à nos jours, qui restait malgré tout sur le prolongement de ce moment unipolaire post-guerre froide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre le terrorisme des années 60 ou 70 sans comprendre en fait le contexte de guerre froide et de bipolarité qui est de l'époque. De la même manière qu'on ne peut pas comprendre l'anarchisme sans comprendre les rivalités multipolaires du monde d'avant 14. Et à mon sens, voilà, donc on va forcément avoir une transformation à nouvelle. Je pourrais pas dire ici en donner les contours, mais elle sera marquée en tout cas, à mon avis, par cette nouvelle géopolitique qui est en train de se dessiner aujourd'hui. Sans aucun doute, effectivement. Merci beaucoup. Olivier Renaudy, alors c'est vrai que là on est sur deux présentations de manière assez amusante qui portent toutes les deux sur le terrorisme, ou qui du moins le prennent comme point focal. Mais avec du coup des visions complémentaires, puisque donc on a à la fois une vision un petit peu plus globale, et donc vous nous apportez la vision du territoire national. Donc, n'étant pas juriste, absolument, je voulais juste revenir donc sur plutôt le lien armée-nation,
que vous avez évoqué. Donc effectivement, vous avez parlé de l'effet pour les terroristes du déploiement, donc de la dissuasion en fait, de forces armées, et donc également de la société civile avec les conséquences que ça peut avoir. Donc vous avez parlé éventuellement d'un renforcement du lien armée-nation. Donc c'est vrai que cette proximité avec les forces armées a pu raviver un petit peu l'intérêt que la population avait, a pu avoir, mais qui avait disparu un petit peu avec la distance qu'avaient les théâtres. Mais elle a aussi été dénoncée comme anxiogène, cette proximité. Donc je voulais vous laisser l'occasion de revenir un petit peu là-dessus et donc faire appel cette fois donc, à votre casquette de référent sécurité et défense. Et également vous poser la question de savoir si ces opérations n'ont pas finalement donné une idée biaisée du rôle des armées, si elles n'auraient pas finalement quelque part banalisé la finalité combattante du métier militaire. Oui, c'est vrai que je pense que ça n'est pas simple à examiner. Quel bilan l'on peut faire de la proximité des forces armées telles qu'on les voit patrouiller sur le territoire national et est-ce que c'est venu conforter ce lien ou est-ce que c'est plus complexe? Alors, c'est un fait qu'il y a un phénomène de familiarisation. C'est-à-dire qu'en effet, ceux-ci, comme les forces de police, sont à portée de vue des citoyens et que l'armée est incarnée physiquement au détour d'une rue, dans une gare, dans un aéroport, et que incarnée de la sorte, on peut avoir le réflexe que ça contribue à favoriser les liens entre l'armée et la nation, et peut-être à susciter des vocations auprès de ceux qui croisent les militaires. Pour autant, et là je parle d'expérience pour côtoyer des étudiants de Master 2 qui peuvent être dans des Master 2 à vocation d'études juridiques pour préparer des concours dans l'armée y entrer, ce qui semble les attirer et susciter chez eux cette vocation plus immédiate et plus concrète, ça n'est pas l'opération Sentinelle. Non. Et il ne s'en cache pas. C'est même une forme de repoussoir pour certains qui se disent est-ce donc cela les missions que l'on pourrait me confier à l'avenir si jamais je devais passer des concours, les réussir et intégrer les forces armées. Donc vous voyez à quel point cela peut être ambigu de manière générale. Merci. Et du coup, une autre question, alors peut-être que c'est un petit peu capillotracté comme comparaison, mais vous m'expliquerez pourquoi. Je voulais revenir donc sur la question du Covid, parce que donc, le président Emmanuel Macron a parlé de guerre contre la Covid. Donc c'est le choix du recours au champ lexical de la guerre un petit peu interpellé. Donc déjà, quelle performativité dans ce discours, et notamment sur le plan juridique. Parce que donc, outre la possibilité du recours à l'opération résilience ou une mobilisation citoyenne que cela a pu entraîner, est-ce que, je ne sais pas, par exemple, déclarer le pays en guerre a permis la mobilisation d'un dispositif juridique particulier, et là où je parlais de comparaison, c'est finalement quelle est la différence avec l'opération Sentinelle? Est-ce que le cadre juridique qui est mobilisé est différent, sachant qu'on est sur des missions qui sont quand même très très différentes, mais finalement on est aussi sur du déploiement des forces armées sur le territoire national? Il y a plein de points communs. Hein. Il y a plein de points communs entre la lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'épidémie de coronavirus, et notamment plein de points communs, en effet, juridiques. Premier point commun, on a recouru au droit d'exception. C'est-à-dire qu'on a estimé que le droit commun, celui existant, il ne fournissait pas d'armes suffisamment opérationnelles et efficaces pour lutter contre, d'un côté, le terrorisme et puis de l'autre, le virus. Donc on a, dans l'urgence, élaboré un droit de l'urgence. Juridiquement, légistiquement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. On dit que voilà, le droit doit être élaboré dans qu'il faut du temps pour faire de belles règles et que, évidemment, il faut débattre, il faut se poser un certain nombre de questions avant de.
c'est pas ce qu'on a fait, et évidemment, vous avez pu tous le constater, on ne peut pas dire qu'on apprend de nos erreurs, et on continue à légiférer dans l'urgence et à recourir à ces dispositifs d'exception. Ça, c'est le premier point commun. Second point commun, c'est que, en effet, je crois que la lutte contre le terrorisme a pu laisser des traces, non pas seulement juridiques, mais terminologiques. Et donc, le vocable utilisé, les termes employés ont été les mêmes, un petit peu sans doute par réflexe, de la part des pouvoirs publics. Alors, il y avait certainement une dimension beaucoup plus symbolique que juridique dans l'emploi du terme guerre. D'ailleurs, vous l'avez souligné vous-même, il n'y a pas de conséquences juridiques à l'emploi de ce terme immédiat par le président de la République, mais une volonté de faire un effet choc, que l'on se sente interpellé, concerné, et que cela marque une situation très très anormale, nécessitant une mobilisation maximale, notamment de la part des citoyens eux-mêmes. Ça a encore été rappelé hier. S'agissant du cas particulier des forces armées, on n'a pas eu un emploi aussi systématique que l'opération Sentinelle. On a eu deux types d'actions. On a eu en effet l'opération que vous avez pu évoquer, qui a permis un certain nombre de transports notamment. Et puis on a eu la sollicitation du service de santé des armées, qui pour le coup a été plus que précieuse. Donc on a été dans une autre forme de collaboration. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais hier, la question a été posée au président de la République de comment on allait contrôler le couvre-feu. Et un des journalistes a posé la question, est-ce qu'on va recourir aux forces armées ? Et au contraire, il s'est tenu très très à distance de ça, en disant que non, c'était l'émission des forces de sécurité intérieure, des forces de police, qu'il a remercié au passage de cette réponse, et disant que c'était bien à elle d'opérer ce contrôle, ce qui était une manière peut-être du coup d'anticiper ce dont certains auraient pu avoir l'idée, c'est-à-dire de mettre en place une opération Sentinelle bis pour la lutte contre le Covid, ou en tout cas le contrôle du respect de ce couvre-feu qui va bientôt entrer en vigueur. Donc là, je dirais qu'en tout cas, on a eu l'expression de quelque chose qui ressemble à une volonté de mise à distance des forces armées dans le respect pour faire respecter ce couvre-feu, et un rappel de la distinction entre les forces de police et les forces armées et leur mission. Merci pour votre intervention. Je voudrais revenir sur la particularité kelsenienne dont vous avez parlé, c'est-à-dire le niveau de normes et le fait que, particulièrement en créant la possibilité de recourir par réquisition aux forces armées, sur le cas prévu de Sentinelle, on crée à la fois une mise à distance du politique. C'est pas une opération de guerre, c'est une opération qui rentre dans le cadre d'un acte administratif. Mais en mettant cette distance-là, finalement, on rapproche l'armée et la nation d'un point de vue contestation. C'est-à-dire que cet acte administratif, on peut le contester devant un tribunal. Finalement, ce rapprochement un petit peu tiré par les cheveux que je fais, de dire, au lieu de passer par la politique et le vote, là, un citoyen, ou en tout cas un acteur juridique, peut dire je ne suis pas d'accord avec cet acte. Est-ce que vous pouvez préciser votre intention politique par cet acte? Et la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que ça a déjà été fait? Et quel est votre avis sur le bien fondé ou les possibilités réelles qui existeraient pour la nation ou ses acteurs de venir contester l'action de réquisition des pouvoirs publics, des armées? Merci. Oui, c'est un fait qu'il y a un paradoxe. L'acte de réquisition et même la circulaire ministérielle sont assez bas dans la hiérarchie des normes, donc, comme vous l'avez souligné, proche des citoyens et plus facile à contester que ne peut l'être une loi. Pour autant,
à ma connaissance, il n'y a pas eu de contestation de la circulaire ministérielle, ça j'en suis certain. Et à ma connaissance, des décisions préfectorales de réquisition, elles n'ont pas été contestées devant les tribunaux administratifs. Ce serait très intéressant. Ce serait très intéressant. Il faudrait simplement prouver un intérêt à agir, c'est-à-dire avoir un intérêt lésé par l'usage de cette réquisition. Mais si le juge l'acceptait, au regard, je ne sais pas moi, de l'endroit où vous habitez, et puis des conséquences que ça peut avoir sur votre vie, ce serait intéressant de voir, en effet, les moyens d'illégalité qui pourraient être invoqués. Ce que je trouve paradoxal, c'est-à-dire l'autre branche du paradoxe, c'est que l'on a posé des règles sur le sujet qui, en effet, à certains égards, et ça a été encore souligné, peuvent contribuer au renforcement du lien entre armée et nation sans passer par les représentants de la nation. Moi, c'est ça qui me pose problème. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas eu une discussion au Parlement sur l'usage que l'on faisait des forces armées sur le territoire national, comment, pourquoi, dans quelle durée, avec quels moyens, et que l'on débatte. Au fond, vous voyez, cette remarque, elle est très modeste, presque basique. J'ajoute à ça que, au-delà de l'intérêt politique de débattre et de l'intérêt pour les représentants de la nation de se saisir de cette question, moi, je crois par ailleurs qu'au regard des enjeux, ça me semble relever plutôt de la compétence du Parlement, selon l'article 34 de la Constitution. En fait, c'était par le fait que vous preniez tout dans la globalisation, que vous ayez dressé des séquences du terrorisme. Je me demandais comment on peut penser du coup les continuités, et surtout les continuités au niveau local, puisque là on parle surtout des forces armées dans la lutte contre le terrorisme, et on parle par exemple du Mali, ça ressemble quand même beaucoup à de la contre-insurrection. On parle évidemment de la force Sentinelle en France, mais c'est plutôt la police et les services de renseignement qui ont l'air impliqués, donc ça, entre guillemets, ça reste du policier. Donc du coup, à partir de ce modèle, comment on en vient à penser les continuités au niveau local ? Merci. Alors effectivement, il y a des continuités qui sont marquantes, et ne serait-ce que par le fait qu'on est sur une période finalement assez limitée, et qu'on a les mêmes acteurs qui ont donc une historicité, qui sont passés par l'Afghanistan, et par exemple qu'on va retrouver au Mali, et donc ils disent, nous on a fait de la contre-insurrection en Afghanistan entre 2010 et entre 2009 et 2011, et donc finalement on a les mêmes problématiques au Mali. Et en même temps, précisément, cette tentative de périodisation qu'on a faite, elle montre des paradigmes globaux qui s'imposent et qui s'imposent aux acteurs, y compris dans leur discours. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour travailler beaucoup sur ce qui se passe dans le cadre de l'opération Barkhane aujourd'hui au Sahel, il est extrêmement difficile de faire reconnaître à l'état-major des armées et au ministère de la Défense des armées qu'il s'agit d'une opération de contre-insurrection. Parce que qui dit opération de contre-insurrection renvoie à l'expérience 2006-2011, et notamment pour la France à l'expérience en Afghanistan, dont on cherche à se détacher. Et donc, non, il s'agit d'une opération de contre-terrorisme, parce que qui dit contre-insurrection renvoie par exemple à un certain nombre d'idées en termes de déploiement de forces sur le terrain, en termes de mode d'action, de contrôle et de lutte pour le soutien des populations, qu'en fait on n'est pas prêt aujourd'hui à mettre en œuvre en BSS, pour des raisons qui s'expliquent, qui peuvent être à la fois budgétaires, stratégiques, et donc qui font que même quand on a une continuité sur les modes d'action, le zeitgeist, le moment global pèse considérablement sur la manière dont les acteurs se voient et imaginent de s'engager dans un moment particulier. Maintenant, il y a des répétitions, il y a des résonances. Le fait est que la France, en 2006, dans le livre blanc sur la sécurité intérieure et le terrorisme, avait condamné l'appellation de guerre contre le terrorisme
à ce moment-là, qui était vu comme quelque chose de spécifiquement américain. On disait non, là, en France, on n'est pas dans cette logique-là, et que inversement, à partir de 2013, mais surtout à partir de 2015 et des attentats, on a un gouvernement qui, y compris devant le Parlement, que ce soit le chef du gouvernement ou le ministre de la Défense à l'époque, avait revendiqué l'appellation de guerre contre le terrorisme et avait d'ailleurs justifié l'usage des forces armées sur le territoire national, non pas comme un acte administratif, mais comme un acte stratégique et militaire. Et d'où là, et je suis tout à fait d'accord avec vous sur le décalage qu'il pouvait y avoir entre une réalité qui était une réalité administrative par réquisition sur demande du préfet et une manière dont ça pouvait être mis en scène, on va dire, comme un choix de guerre, et ce qui nous renvoie aussi à l'utilisation de la rhétorique guerrière sur la Covid, et du décalage qu'il peut y avoir aussi entre l'image qu'on envoie aux populations et une réalité sur le terrain qui en fait est souvent modeste. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais oui, il y a des continuités, et en même temps, vous ne refaites jamais deux fois la même chose, et la périodisation, c'est l'historien qui est en moi, dit que si vous faites quelque chose en Irak en 2007, et si vous êtes dans une situation qui a des similarités au Mali en 2016, ben, ça ne sera quand même pas la même chose. Ce ne sera pas la même chose, ne serait-ce que parce que vous avez eu cette expérience antérieure qui affecte la manière dont vous les voyez, et qu'en fait on n'est jamais dans une répétition exacte de ce qu'on fait. Voilà, c'est un peu rapide, hein, mais je crois que le temps presse.